Bonjour à tous, sommes aujourd'hui le lundi 13 avril et pour commencer le journal, nous allons parler d'un nouveau carton lillois et nous interroger sur la forme du LOSC. Est-ce que ça peut vouloir dire podium sur le long terme pour cette Ligue 1? Eh bien en tout cas, il y a un nouveau succès, il y a de nouvelles très belles choses à dire sur les nordistes. On parlera également de l'Olympique Lyonnais qui renoue avec la victoire, on parlera de Marie-Louise Eta qui va rentrer dans l'histoire du football, tout simplement, il faut dire les termes. On ira ensuite du côté de la Première Ligue pour Manchester City qui est en grande forme, Chelsea pour qui c'est plus compliqué, et enfin plus compliqué, ça l'est pour très peu de gens, autant que pour le FC Nantes. C'est pas la news qui me fait le plus plaisir, mais j'avais envie de vous en parler malgré tout. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Mais pourquoi le LOSC est devenu aussi fort? Peu d'équipes semblent aussi en vue que les nordistes. Une nouvelle victoire 4-0 face à Toulouse, une belle place sur le podium de Ligue 1. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir pour ce match spécifique pour les héros de Lille? Eh bien, voici les compos qui étaient alignés. Toulouse réduit à 10 à la mi-temps avec l'expulsion de McKenzie, évidemment, ça a aidé. Mais Fernandez, en numéro 9, mon Dieu, quelle trouvaille absolument exceptionnelle. C'est un joueur que je trouve intéressant par ses décrochages, par ses courses, qui a un vrai sens de la finition. On sait qu'il avait envie de jouer ici, il arrive à faire parler tout son talent, et dans un marché des numéros 9 qui est extrêmement complexe, eh bien le fait de tirer son épingle du jeu en réussissant sa fin de saison en étant ici, eh bien c'est glorieux pour son avenir, j'en doute pas une seconde. Faut également parler de Bentaleb, ça fait déjà pas mal de matchs de Lille que je le mets en avant, mais c'est lui le véritable comeback, pas Pogba, il faut le rappeler, parce que Bentaleb c'est une qualité technique qui est très très agréable à voir. Meunier qui ouvre le score, et puis surtout le LOSC, en fait, dans ce retour en forme, il y a également le retour de pas mal de noms, de pas mal de blessés, et ça va aller en continuant. Bruno Genesio a dû faire en sorte que son effectif tourne malgré des absents de poids, et là tu retrouves à nouveau une certaine profondeur. Par exemple, tu as André et Bentaleb au milieu de terrain, t'es même pas obligé de titulariser Boadi, qui est pourtant un joueur absolument excellent. Ça te montre que tu as un petit peu de rab. Au cours de la rencontre, les stats vous montrent que finalement on a eu quelques occasions de Toulouse, mais elles ont toutes été obtenues en première mi-temps. Et puis surtout le classement, on a le LOSC solide 3ème avec une série de 4 victoires, mais attention, ça va être disputé jusqu'au bout. L'OM a 1 point de retard, l'OL 2, Rennes 3 et Monaco 4, autant vous dire qu'il peut tout se passer. Enfin, un succès pour l'Olympique Lyonnais, ça commençait à sentir mauvais pour les Lions qui enchaînaient les matchs quelque peu décevants, mais tu as réussi à renouer avec le succès face à Lorient et avec une formule surprenante et des choix forts de la part de Paulo Fonseca. Voici les compos qui étaient alignés et pas de Hendrick au départ, entré à la mi-temps. Il fait son meilleur match depuis un bon moment, ça a fonctionné. Même schéma pour Tolisso qui a été buteur, mais pas exactement les mêmes raisons du choix à mon avis. D'un côté, on a Corentin Tolisso qui est un joueur qui commence à être fatigué, on sent que la saison est longue pour lui et du coup l'économiser un petit peu ça peut faire sens, mais pour Hendrick il s'agit vraiment de piquer le Brésilien qui surjoue un petit peu, mais pas dans le bon sens du terme, qui surjoue avec un syndrome du héros assez régulièrement, mais là il est rentré, il a été d'une pertinence dans ses choix qui mérite d'être souligné, parce que ça faisait pas mal de temps que j'avais pas vu un Hendrick aussi efficace en fait à Lyon. Et puis t'as également 2-3 autres joueurs qu'on peut souligner, par exemple Morton, mais en fait t'as quand même souffert en première mi-temps. Ça vient vraiment du déclic de la seconde et de l'entrée de ces joueurs, la victoire lyonnaise. Et en face, t'avais un Lorient qui n'a pas forcément été exceptionnel, mais qui t'a quand même mis en danger, parce que l'autre grand homme du match, il était aligné dès le départ, c'est Greif, ton gardien, qui est absolument fabuleux. Les stats de la rencontre vous montrent qu'il y a eu des occasions des deux côtés, même plus du côté de Lorient, d'où l'importance de Greif. Ce serait un peu facile de dire que l'OL est relancé, et si on regarde le classement, c'est un peu comme ce que je vous disais pour le LOSC, que la lutte s'annonce acharnée, mais pour Lyon, c'est encore plus tendu, parce que finalement, d'ici quelques matchs, tu peux te retrouver en Ligue des Champions, comme tu peux te retrouver privé de toute Coupe d'Europe, autant vous dire que c'est quand même un délire assez particulier. Grande première en Allemagne, Marie-Louise Eta devient coach d'un club de Bundesliga, de l'Union Berlin, et elle devient par la même occasion la première femme à être sur le banc d'une équipe de première division dans un des 5 grands championnats. Bon, je vais dire 4 grands championnats parce que la France n'est pas exactement au même niveau que les 4 autres. Désolé, pourtant je suis français, j'aimerais bien, mais je mets la Ligue 1 quand même un petit peu en dessous. Et puis en plus de ça, coach Eta peut se vanter d'une autre chose, c'est d'être relativement précoce, 34
4 ans pour occuper le poste d'entraîneur, ça reste quand même assez remarquable. Alors évidemment, la news a fait beaucoup parler et a raison parce qu'il y a un caractère historique avec cette nomination. Ça a été l'occasion d'en apprendre un peu plus sur cette coach qui a eu les U19 auparavant, qui a eu une expérience en tant qu'adjointe, qui a été également une ancienne joueuse professionnelle. Bref, si elle n'a pas une notoriété ultra développée auprès du grand public, c'est quand même pas quelqu'un qui sort de nulle part. Je trouve cette nomination hyper positive parce que ça va permettre de montrer que si t'es compétente et que t'es une femme, tu peux quand même aspirer à un banc de première division. C'est un plafond de verre qui a été cassé. Reste à voir désormais ses résultats. Moi, je vais être honnête, c'est pas une coach que je connais bien. J'ai aucun avis sur sa qualité à ce poste-là, mais en tout cas, on peut présumer que c'est ses compétences qui l'ont amené ici et qu'aujourd'hui, quand t'es compétente, il n'y a plus ce côté est-ce que en tant que dirigeant de club, on va oser mettre une femme sur le banc? Parce que on a vu les retours, malheureusement, le football est toujours pourri par la misogynie, il y a eu énormément de commentaires déplacés, donc franchement, bon courage à elle, mais c'est un message positif et une source d'inspiration pour plein de femmes dans le football, j'en doute pas une seconde. Décidément rien n'est simple pour Chelsea en ce moment et Manchester City n'a aucune pitié, ils les ont cartonnés dans un match de Premier League qui a été franchement agréable à voir, sauf si t'es supporter des Blues. Voici les compos qui étaient alignés pour ce 0-3. Cherki, une nouvelle fois fabuleux, et en fait je vais arrêter de dire que je force avec Cherki, parce que oui, je parle beaucoup de Cherki en bien, mais je peux même pas dire que je force, c'est juste que Cherki est un excellent joueur, et qui fait sa première saison à Manchester City comme un patron. Il a été décisif au cours de cette rencontre, double passeur décisif évidemment, mais super inspiré dans les courses, super inspiré dans la passe, c'est le genre de numéro 10 dont tu rêves la nuit, le genre de mec qui rapporte un peu de romantisme dans le football, donc franchement c'est un véritable plaisir. Faut parler d'O'Reilly également, un jeune qui prend de plus en plus de place du côté de Manchester City, sorti sur blessure. La communication aujourd'hui est encore un petit peu floue au moment où j'enregistre, j'espère que ce sera rien de grave, mais c'est vraiment un atout et il fait partie de ces éléments qui permettent aux Citizens de se renouveler, ce qui fait que même quand un Erling Haaland, joueur fabuleux, joueur phare de Manchester City, qui s'initie un match un peu plus moyen qu'à l'accoutumée, t'arrives à faire une grande différence face à Chelsea. Ça a été un match assez frustrant pour les Blues. Ce que je vais retenir de leur côté, c'est seulement Wesley Fofana. Si Haaland a raté son match, c'est peut-être pas pour rien, c'est parce que Wesley Fofana l'a très bien contenu, mais il y a quand même une différence de réalisme, de capacité à être tueur dans le dernier tiers qui fait que, oui, Manchester City méritait largement son succès malgré tout. C'est une très grosse équipe. Nantes aurait sans doute mérité mieux face à Auxerre, mais en même temps, le FC Nantes mérite mieux depuis déjà quelques matchs, mais vous savez comment ça se passe dans le football, ce qui compte à la fin, c'est pas ce que tu aurais mérité, mais c'est ce que tu es capable d'aller chercher, et aujourd'hui, le FC Nantes est incapable d'aller chercher une victoire, conséquence, le classement général est le suivant, et ce match, c'était l'espoir de voir Nantes monter à 2 points d'Auxerre, donc rêver des barrages, en l'état, les positions restent immobiles, et t'as beau avoir un match de retard, ça ne sent pas bon pour les Nantais. Question de se pencher un petit peu spécifiquement sur cette rencontre, je vous montre la compo. Mon site habituel de compo m'a refusé d'afficher la composition, je crois que c'est un symbole. J'attends beaucoup Mathis Ablin dans ces matchs parce que tu as besoin de lui pour concrétiser les bons matchs en victoire grâce à des occasions transformées, mais il a été hors sujet et en dehors de ça, les Nantais n'ont pas été honteux, mais ils n'ont pas réussi à faire la différence. Et on rejoint cette énième observation d'un match nul ou de défaite encourageante, mais au bout d'un moment, il faut aller chercher les points, c'est ce qui compte là-bas. Face à Auxerre, t'as été digne, mais eux aussi ont eu des joueurs intéressants, leur capitaine par exemple, et aujourd'hui, tu te dis que tu prends la direction de la Ligue 2. Aujourd'hui, en tant que supporter, je suis de plus en plus défaitiste là-dessus. Ça va être très très dur d'envisager les choses autrement et ça te fait une belle jambe d'avoir des défaites et des matchs nuls encourageants en deuxième division. Donc voilà, je pense que mon pessimisme devient peu à peu du réalisme quand je dis que je vois pas d'autre issue pour le FC Nantes. C'est triste parce que franchement il y avait mieux à faire, mais il y a eu des mauvaises décisions de la direction tout au long de la saison, donc c'est pas vraiment une surprise pour autant. Terminé pour le journal du jour, je n'ai pas encore tranché le sujet de l'après-midi et pour tout vous avouer, je suis à la bourre en tournant le journal, donc j'espère surtout que je vais réussir à vous le sortir aux alentours de midi. Je vous donne rendez-vous aux alentours de 17h, peut-être avec un retard qui sera la conséquence du retard matinal. Sur ce, kiffez bien votre journée, salut!